Bienvenue dans cette plongée au cœur d'un mécanisme assez redoutable. Comment bâtir un mouvement politique de A à Z? C'est absolument fascinant de voir comment une ambition à l'état brut peut se transformer en une véritable machine structurée conçue uniquement pour acquérir et exercer le pouvoir. Allez, on attaque tout de suite, car la source que nous explorons aujourd'hui offre un plan d'action presque chirurgical sur ce qu'elle appelle la gouvernance proactive. Comprendre ce cadre, c'est un peu comme soulever le capot pour découvrir la machinerie cachée derrière les campagnes électorales. Mais avant d'aller plus loin, il faut clarifier un terme central, le peloton leader. De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, c'est le noyau dur, l'avant-garde humaine ultra engagée qui propulse toute formation politique digne de ce nom. Ce n'est pas juste un groupe de réflexion informelle, ce sont les cerveaux et les bras indispensables pour penser le projet, diriger le mouvement et au bout du compte prendre le contrôle. Bref, c'est le cœur battant de toute la stratégie. Notre analyse va suivre l'anatomie de ce mouvement à travers 4 grandes étapes. L'ambition et les idées, l'action et la vision, la stratégie de la discrétion et enfin l'art de verrouiller les engagements. Acte 1, donc, l'ambition et les idées. C'est l'étincelle originelle. Ce qui frappe d'emblée dans ce document, c'est sa franchise, presque brutale même. Pour entrer dans l'arène politique, il faut une charge d'énergie monumentale. Oublions un instant le discours habituel sur le simple fait de rendre service à la communauté. On parle ici noir sur blanc d'une soif profonde de pouvoir, de grandeur, de richesse et de gloire. C'est une force brute. Le but ultime est assumé sans le moindre filtre. Il s'agit de vouloir commander aux destinées des autres, que ce soit à l'échelle d'un petit village ou sur la vaste scène internationale. Une fois cette ambition titanesque établie, le mouvement a besoin d'architectes. C'est le moment de rallier ceux que la source nomme les hommes d'idées. Le projet naît souvent d'un tout petit groupe, mais très vite il faut s'entourer d'intellectuels et, fait très moderne, de consultants externes en intelligence stratégique. Leur mission ? Prouver leur valeur par l'efficacité redoutable de leurs idées. C'est cet arsenal intellectuel qui va devenir le tout premier dispositif de conquête du parti. On passe à l'acte 2, l'action et la vision, le moteur indispensable du projet. Parce que les théories c'est bien beau, mais un mouvement ne survit pas sans pragmatisme, il faut descendre sur le terrain. Et là on observe une dynamique interne vraiment intéressante. D'un côté nos hommes d'idées, les stratèges qui dessinent les plans, de l'autre les hommes d'action, ceux qui donnent vie à la théorie. Le secret d'une machine politique parfaitement équilibrée réside dans cette symbiose. Les penseurs doivent impérativement être initiés à l'action et les exécutants doivent comprendre les idées. Et pour que cette mécanique fonctionne, le recrutement de ces exécutants doit être totalement exhaustif. Il faut puiser dans absolument toutes les couches de la société. Riches, pauvres, citadins, ruraux, chômeurs, grands cadres, des esprits très diplômés jusqu'aux personnes analphabètes, le mouvement doit étendre ses racines partout. Le détail fascinant, c'est que ce sont les fameux hommes d'idées qui tirent les ficelles en amont pour cibler ces profils avec une précision millimétrée. Toute cette force humaine monumentale est ensuite dirigée vers ce qu'on appelle la vision programmatique. En politique, avoir une philosophie, c'est un peu abstrait. Elle devient programmatique quand on la transforme en activité, en projet et en programme très concret. C'est exactement le point de bascule où une grande idée intellectuelle se métamorphose en action tangible pour le développement d'une région. Toujours dans cet acte 2, abordons une phase absolument critique, la stratégie de la discrétion. En d'autres termes, la survie en mode furtif. Tenter de bâtir tout ça au grand jour est un risque énorme. Cette citation résume d'ailleurs parfaitement le piège. Le champ politique est un champ de bataille sans pitié. Donc, si le mouvement n'est qu'à l'état embryonnaire, sans une ossature solide, s'exposer trop tôt, c'est la garantie de se faire écraser par les mastodontes déjà en place. La clandestinité n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Alors comment on avance masqué ? En adoptant des couvertures d'une banalité trompeuse. Une simple amicale, une ONG parfaitement légale, un club de réflexion inoffensif ou même une petite entreprise. C'est quand même assez savoureux d'imaginer une future machine de guerre politique se dissimulant paisiblement sous l'étiquette d'une association de quartier. Tout cela est choisi de manière très stratégique par les fondateurs. Cette période de furtivité est une pure manœuvre défensive. Pendant ce temps, le groupe tisse tranquillement sa toile. Il accumule des ressources financières, matérielles et humaines, et ça, sans jamais déclencher les radars ou la colère des partis adverses. C'est un gain de temps inestimable pour blinder l'organisation de l'intérieur avant la fameuse déclaration publique d'existence. Acte 3. Engagement et rôle. L'art implacable de verrouiller la loyauté. Quand la couverture tombe et que le mouvement devient public, la pression explose. C'est là qu'intervient la règle d'or de la solidarité, pour éviter que les ambitions personnelles ne fracturent le groupe. Le concept est d'un cynisme extrêmement pragmatique, les engagements sont verrouillés de telle sorte que trahir le mouvement coûte infiniment plus cher que d'y rester, autrement dit, on rend la désertion tout simplement ruineuse pour l'individu.
Et pour ligoter ses membres au projet, le mouvement utilise de multiples filets de sécurité. Il y a d'abord l'aspect spirituel ou mystique avec des serments co-signés. Ensuite, on touche au portefeuille, l'engagement économique impliquant des fonds non remboursables. Ça attache très vite matériellement. Et enfin, l'engagement personnel, scellé par des déclarations sur l'honneur. C'est un véritable maillage d'obligations. Bien sûr, ce processus ne se fait pas au hasard. C'est une cascade d'obligations très strictes qui part du sommet. Le peloton leader fondateur doit montrer l'exemple et s'engager en premier. Il faut payer de sa personne. Ce n'est qu'une fois que ce noyau dur a prouvé sa loyauté absolue qu'il peut exiger le même niveau de sacrifice des cadres intermédiaires pour finalement redescendre jusqu'aux simples membres et sympathisants. On arrive à la distribution des rôles. Et là, c'est amusant car la dynamique change du tout au tout selon la position du parti. Pour un mouvement en pleine conquête, donner un poste, c'est une marque de confiance immense, un moteur pour galvaniser les troupes. Mais si le parti est déjà au pouvoir, attention, la logique s'inverse. Les postes deviennent des récompenses pour la loyauté passée ou, de façon très habile, des outils pour neutraliser et calmer les rivaux politiques. Au final, distribuer des présidences, des mandats locaux ou des fonctions précises, c'est l'arme absolue pour sécuriser l'engagement. Ça met littéralement tout le monde en ordre de bataille en attribuant des responsabilités directes. Ça boucle la boucle et ça reconnecte toute cette incroyable structure à la grande ambition brute que nous évoquions au tout début. Ce plan architectural, de la première étincelle d'ambition jusqu'au verrouillage scientifique des loyautés, soulève une question fondamentale. À la lumière de cette préparation minutieuse, on en vient à se demander: la véritable gouvernance commence-t-elle avant même la conquête du pouvoir ? Tout semble indiquer que la machine à gouverner doit être parfaitement huilée et fonctionnelle bien avant que le premier bulletin ne soit glissé dans l'urne. C'est un décryptage passionnant de l'ingénierie politique et de quoi voir les prochaines campagnes d'un tout autre œil.